ton avis là-dessus? Bah ça, je pense que c'est pas vraiment vrai. Le temps, on le trouve. Voilà, la plupart des entrepreneurs que je connais qui ont entre guillemets réussi, mais qui ça tourne, c'est des gens qui vont dormir plus tard, se lèvent plus tôt. Et il faut pas mettre à côté ça. Il faut réussir à faire quelque chose où on garde sa vie sociale à fond. Oui, on peut faire plein d'autres choses, mais il y a un moment où quand on se dit on bosse. Et là, on bosse. Et c'est ça qui est important. Okay. On est parti. Déjà Charles, merci d'avoir accepté mon invitation. Il n'y a pas de souci. Bienvenue dans le podcast de YouStart. Je t'ai invité parce que tu as cofondé Skilliz. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce que fait ta startup? Voilà, donc Skilliz, on est parti d'une observation, c'est que les étudiants, quand ils rentrent dans le marché du travail, ils sont parfois perdus, ils ne savent pas trop vers où ils vont, et aussi beaucoup d'employeurs leur demandent de l'expérience, qu'ils n'ont fatalement pas toujours. Donc nous, on s'est basé là-dessus pour pouvoir créer Skilliz, qui donne l'opportunité à des étudiants d'avoir des missions de freelancing pour des entreprises, et donc de mettre en avant leur expérience, leurs compétences, pour pouvoir acquérir l'expérience et peut-être voir un peu vers où ils veulent aller dans leur projet professionnel. Ok, donc en gros, vous faites de la mise en relation d'étudiants qui veulent travailler avec des entreprises qui cherchent de l'aide, entre guillemets, des supports de temps en temps. Et du coup, tu as rencontré le problème toi-même, c'est pour ça que tu as décidé de lancer ça, ou tu es parti d'un constat On est parti d'un constat d'un de nos fondateurs. Okay. Donc moi, fatalement, puisque je suis encore étudiant, mais j'ai pas encore eu le problème, même si moi je travaillais déjà, donc j'ai déjà travaillé comme étudiant. Justement, c'était en design. J'étudie pas le design, mais voilà, j'avais fait mes humanités là-dedans et j'ai travaillé déjà pour des entreprises, donc j'ai remarqué qu'il y avait moyen de le faire de manière professionnelle. Et un de mes associés, lui, était dans le cas où il sortait, il savait pas trop quoi faire. On lui dit, écoute, t'as pas d'expérience. Et donc, on s'est dit, voilà, il y a une réalité, il y a une opportunité, et comment est-ce qu'on peut combler le problème voilà. Du coup, c'est de la freelance. L'objectif, c'est ça. Est-ce que c'est le même marché que Upwork par exemple, ou il y a une autre entreprise qui fait ça en France? Ouais, alors c'est en fait donc au niveau international, le concept c'est freelance, consultance. Donc en France ça existe déjà, c'est Crème de la Crème. Donc, eux ils ont lancé un truc énorme et ils ont on va dire des statuts juridiques qui sont un peu plus favorables que chez nous, donc du coup c'est beaucoup plus simple. Ils ont aussi le système des grandes écoles qui distingue, même si nous on n'est pas du tout dans cette optique-là, mais qui distingue des écoles qui sont peut-être plus, je sais pas comment expliquer, qui ont une plus grosse valeur entre guillemets. Nous on n'a pas ça en Belgique, le système est différent. Donc l'objectif c'était ça, c'était d'arriver à une plateforme, une marketplace d'étudiants qui sont un peu entrepreneurs dans l'âme, qui ont envie de développer ça, et à la manière de par exemple Crème de la Crème, permettre à des entreprises d'avoir leur recours à leurs services en tant que freelance. Ok. Et du coup, comment ça s'est passé au début? Vous avez démarché des entreprises qui voulaient bien être mises sur votre plateforme. Comment ça se passe pour démarcher des boîtes? Ouais. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu déjà pas mal d'articles qui nous ont permis d'avoir des entreprises qui viennent directement chez nous. Le plus gros challenge, c'est quand on les rencontre, parce qu'on fait ça souvent à l'ancienne, on les appelle, on essaye de les rencontrer. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est souvent, on nous demande comment est-ce qu'on peut garantir la qualité du travail et comment est-ce qu'on peut garantir, quelles sont les sécurités qu'ils ont. Et ça, c'est vrai que c'est toujours, on va dire, le premier frein. Oui, c'est ça. Parce que bon, nous, on est là, oui, comment est-ce qu'on peut le garantir? On donne des éléments qu'on a, mais dans les faits, une personne n'est pas l'autre, et surtout quand on est étudiant. Et après, une entreprise aime bien aussi savoir comment est-ce qu'on contracte avec elle, comment ça se passe à ce niveau-là. Nous, on a aussi justement eu ces problèmes-là, des problèmes on va dire, au niveau du fonctionnement, comment ça fonctionne, est-ce que c'est un statut étudiant, est-ce que c'est un statut indépendant, est-ce que... donc ça c'était Comment ça se passe juridiquement? Donc juridiquement, nous on a eu deux cas. On a eu le cas où, au mieux, l'étudiant est étudiant indépendant, donc il y a le fameux statut étudiant-entrepreneur qui facilite un petit peu l'accès à ce statut. Et donc travailler avec eux c'était beaucoup plus simple parce que là c'était du B2B entre un étudiant, personne morale, un étudiant indépendant et une personne morale. Ici le problème c'est que la plupart des étudiants ne le sont pas et nous on veut aussi, on n'a pas comme mission que de leur donner des missions, on a aussi comme mission de les accompagner vers une expérience. Voilà, c'est ça. Et donc du coup là ils n'ont pas toujours envie d'être indépendants et donc du coup nous on procédait comme
Skilly's consultait et prenait donc des étudiants pour faire la mission. Donc l'étudiant en tant que tel postulait de la même manière, mais au niveau de la négociation et de la signature des contrats, c'était entre nous et l'entreprise. Donc en fait, vous étiez l'intermédiaire entre les étudiants. Donc les étudiants passaient par Skilly's et Skilly's travaillaient pour voilà, la boîte. Ça. Ok, d'accord, ok. Et n'importe quel étudiant peut venir chez vous, ou est-ce que ça se passe par exemple, je sais pas, comme Menu Next Door, où là il faut passer entre guillemets des examens, prouver que tu es responsable pour que tu travailles bien? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, nous on a mis en place, parce qu'on a ça fait 6 mois qu'on est lancé, on a remarqué une chose, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne savent pas comment, qui ne savent pas trop quoi, etc. Donc on a été obligé de mettre un petit contrôle, on va dire, en avant. Il remplit son profil, etc. Et puis après, nous, on le contacte, il doit aussi répondre à un questionnaire qui nous permet de voir vers quoi est-ce que lui il veut aller. Et comme ça, nous, on garantit, entre guillemets, pas forcément une qualité, mais on garantit que les profils qu'on veut mettre en avant sont bien les profils qu'on veut mettre en avant. C'est-à-dire que le profil doit avoir les compétences nécessaires pour réaliser la tâche. C'est ça. De toute façon, au niveau purement pratique, oui. Et après, il y a aussi une philosophie. On a envie de quelqu'un qui... On cherche des étudiants qui ont un peu l'âme entrepreneur ou qui ont envie de découvrir quelque chose qu'ils ne connaissent pas encore. Donc vous cherchez vraiment des gens qui ont envie de travailler, pas ceux qui veulent juste dire un peu d'argent juste pour ça, quoi. Non, bien que bon, c'est vrai que c'est un des points. Oui, c'est une des motivations, évidemment. Important. Ok. Et comment est-ce que vous faites juste... C'est quoi les tâches qui reviennent le plus souvent? Est-ce qu'il y a des généralités ou est-ce que c'est vraiment dans tous les domaines que ça se passe? À la base, en fait, c'était très large et c'était un des premiers problèmes aussi auxquels on a été confronté, c'est que de la consultance, il y en a dans tous les domaines et il y a des étudiants dans tous les domaines, donc c'est un peu énorme. Du coup, nous, on est parti vers des catégories plus restreintes, avec notamment de l'IT, donc beaucoup de développement d'applications, développement de sites, du marketing digital et alors beaucoup de communication. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui était très présent. Tout ce qui est des plus grosses missions. Alors là, ça dépend. Il y a aussi, on a de l'étude de marché. On a eu pas mal d'études de marché. On a eu une grosse boîte qui voulait lancer un tout nouveau produit. Et là, c'était un éventail de compétences qu'il avait besoin. Donc pas un seul étudiant, mais voilà, un étudiant d'ailleurs justement pour étudier le marché, pour prototyper quelque chose, même pour le design, pour pouvoir, voilà. Donc ça dépend. Maintenant, c'est vrai que c'est dans ces eaux-là. Et du coup, c'est génial parce que non seulement tu peux te faire de l'expérience, mais en plus de ça, tu travailles déjà sur des missions qui sont censées ressembler à ce que tu vas faire après. Donc tu peux te dire beaucoup plus tôt, ah ben ça j'aime bien, ça j'aime pas. Et quand tu arrives sur le marché de l'emploi, tu te connais déjà beaucoup mieux que si tu n'avais rien fait, quoi. C'est clairement l'objectif et c'est ce qu'un de nos étudiants m'a dit une fois. Il a dit, j'ai fait la mission et puis je me suis rendu compte que j'étais vraiment fort là-dedans parce qu'il a dit, donc il a travaillé lui en interne mais pour nous et il a dit qu'il travaillait avec un mec qui bossait comme employé là-bas et il a dit voilà, moi je me suis rendu compte que j'étais au moins aussi fort que ce mec-là qui a un job et j'adore. Et donc il m'a dit au final tant mieux, je vais rentrer dans un marché du travail que je sais où je vais et je sais où je veux aller. Tu testes déjà avant. Ouais, c'est ça, c'est gratuit. C'est déjà bien. Donc vous avez démarré Skilly's à 3. Ouais. Comment est-ce que vous avez su que... On a démarré à 5. À 5. Ok, justement, c'est ma question. Comment est-ce que vous avez su... On est une équipe de 5, on sait que ça a fonctionné. Et justement, quel a été le processus jusqu'à ce que vous n'arrivez plus qu'à 3 et qu'est-ce qui fait que vous aimez travailler ensemble? Ouais, en fait, en gros, on a commencé parce qu'on était... Enfin, c'est une longue histoire, mais moi j'étais avec un associé sur d'autres choses qu'on développait à l'époque et on s'est rendu compte de ça, on voulait créer ce projet. Et donc on a rencontré d'autres gens qui avaient un projet plus ou moins similaire et là on a dit tant qu'à faire on va unir nos forces, on va collaborer. Surtout que c'était il y avait des ingénieurs en informatique, des informaticiens, du marketing, donc il y avait vraiment tout ce qu'il fallait pour développer le projet. Bien qu'on nous ait toujours dit oui, 5 c'est beaucoup trop, mais bon voilà, on l'a fait. Et puis alors du coup j'ai un peu oublié la question, mais du coup nous on a commencé comme ça et on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes au niveau des... Quand on est beaucoup, on n'a pas toujours la même vision. On a le même objectif, mais on ne va pas de la même manière au même endroit et on n'est pas forcément tous des entrepreneurs non plus. Et ça, c'est vrai que c'est le premier gros challenge, c'est que quand on est une petite start-up ou une petite PME, enfin une TPE, il faut gagner de l'argent et on n'est pas direct rémunéré et on n'a pas toujours envie de travailler plus que les heures, etc. Donc ça, c'était un des premiers problèmes qui a fait que on s'est un petit peu... on s'est séparé de certains, enfin certains sont partis de leur propre gré en disant voilà, c'est pas forcément ce qu'ils cherchaient non plus. Et puis il y a eu le fait que maintenant on est une plus petite équipe, mais voilà, on est sur la même longueur d'onde, on sait plus ou moins où on va et on travaille ensemble de manière assez naturelle maintenant. Donc pour toi, une bonne équipe, c'est une équipe où il y a de la complémentarité au niveau des compétences, on a la même vision et ça colle au niveau du caractère. Et il faut, pour moi, surtout quand on élabore un projet
complexe comme celui-là, étant donné que bon, on s'attaque à un truc un peu violent et c'est vrai que c'est gros quoi. C'est gros et juridiquement c'est pas facile, il faut pouvoir avoir les reins solides et c'est vrai que voilà, on a peut-être pas les plus beaux chiffres du monde, mais il faut pouvoir se dire que bon, c'est comme c'est par là qu'on passe et ça c'est dans une équipe, c'est important d'avoir des gens qui sont prêts à voilà, il faut travailler, il faut bosser, il faut bosser, et voilà, il faut charbonner à fond. Et ça, c'est pas le cas de tout le monde. Et donc ça, dans une équipe, c'est vrai qu'il faut avoir des gens qui sont là. Quoi. Et vous avez dû... c'est quoi vos horaires au début? Est-ce que vous avez vraiment dû travailler, faire des nuits blanches? Est-ce que c'était juste ça et tout le reste ne comptait plus? Ou est-ce que c'était le work-life balance était encore normal, si je puis dire? Mais justement, au tout début, c'est ça qui était problématique, c'est qu'il y en avait qui... La plupart, on travaillait quand même beaucoup. D'autres, ils avaient plus d'études ou voilà, des masters qui devenaient vraiment... Il y en a un qui avait un master énorme, mais du coup, il n'y avait pas moyen de placer une journée... Enfin, c'était une demi-journée tous les jours. Bon, du coup, on a essayé de s'adapter, travailler le dimanche tous ensemble, pouvoir se retrouver au bureau tous ensemble à certains moments, répartir les tâches de manière flexible pour pouvoir justement être un peu plus... que ça serve à quelque chose qu'on se rencontre. Et puis après, voilà, on s'est rendu compte qu'il y en a qui n'avaient pas du tout les mêmes priorités. Donc là, c'est vrai que fatalement, on arrivait avec des demi-journées où il y en a qui ne voulaient pas venir, enfin moins venir, et donc du coup, c'est vrai que c'est pas le même. Mais après, voilà, ça peut être sain dans certains projets. Ici, c'est vrai qu'il fallait qu'on se rencontre parfois plus. Et puis on organisait des petits hackathons internes où là on faisait toute la nuit voilà, ça c'était sympa. Donc pour toi, c'est plus une question de priorité, pas une question de temps, l'entrepreneuriat en général. Les gens qui disent j'ai pas le temps d'entreprendre. C'est quoi ton avis là-dessus? Ça, je pense que c'est pas vraiment vrai. Le temps, on le trouve. Voilà, la plupart des entrepreneurs que je connais qui ont entre guillemets réussi, mais qui ça tourne, c'est des gens qui vont dormir plus tard, se lèvent plus tôt. Et il faut pas mettre à côté ça. Il faut réussir à faire quelque chose où on garde sa vie sociale à fond. On peut faire plein d'autres choses, mais il y a un moment où quand on se dit on bosse. Et là, on bosse. Et c'est ça qui est important. Et donc, quand vous avez démarré ce projet, c'était quoi la première étape? Ça a été trouver l'entreprise avec qui collaborer, trouver les étudiants, les deux en même temps. Comment vous avez testé votre idée? Justement, là on a bien raté, parce qu'on s'est dit on va trouver des étudiants, c'est très bien, on a trouvé quelques étudiants, et puis on s'est rendu compte que dans les étudiants il n'y en avait pas beaucoup qui venaient de profil, et puis du coup on a rencontré des entreprises qui étaient prêtes à jouer le jeu. Donc d'abord, vraiment ce que nous on a fait, c'est rencontrer des boîtes, leur présenter le truc, on a fait des très longs meetings avec eux pour voir eux c'est quoi qu'ils cherchent vraiment, parce que voilà, on avait une idée de ce qu'on voulait faire, mais au final, est-ce que le marché était réceptif ou pas? Pas mal d'entreprises étaient réceptives, et puis du coup, ils cherchaient des profils, et nous, on devait trouver le profil rapidement, et donc du coup, au début, on ne savait pas trop lequel on devait trouver en premier, parce que fatalement, c'est ça. Tu as une demande de trouver la réponse, c'est ça. Donc, est-ce que c'est l'étudiant d'abord qui vient, qui attend? Est-ce que c'est l'entreprise qui peut se permettre d'attendre? Non. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à prospecter des étudiants, on a bien ciblé qui on cherchait, et puis on a attendu que les entreprises qui nous avaient dit qu'ils étaient intéressées mais qui n'avaient pas vraiment formulé encore l'intérêt de manière plus officielle, là on est allé vers eux à ce moment-là et là du coup on a pu tester ça à ce moment-là. Donc vous leur avez proposé, voilà, nous on a une base d'étudiants qui sont prêts à travailler, qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme travail quoi. Ça a été le... Et du coup, quelle structure ça prend concrètement? Parce que les étudiants passent par ce qu'ils lisent et ce qu'ils lisent répond à l'entreprise, mais j'ai du mal à... C'est un peu compliqué comme structure, j'ai l'impression. En fait, oui et non. Objectivement, nous, on a un éventail de compétences d'étudiants. On sait ce qu'on peut proposer, ce qu'on ne peut pas proposer. Parce que c'est ça aussi qui est très important dans ce truc-là, c'est qu'est-ce qu'on ne peut pas proposer. C'est ça. Donc professionnellement, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Du coup, nous, quand on va vers une entreprise, on voit les besoins qu'ils ont et on leur dit, voilà, nous, on a les étudiants pour répondre à ce besoin-là. Donc c'est vrai que l'étudiant, il l'attend plus qu'autre chose, et en même temps, c'est quelque chose qu'il doit comprendre quand il rentrera dans le monde du travail, il va devoir attendre, il va être... voilà, c'est pas lui qui aura la main mise sur la volonté des entreprises. Donc nous, on fait en sorte que la plupart des étudiants aient une mission qui reflète les compétences qu'il a ou les attentes qu'il a. Donc voilà. Et comment est-ce que votre entourage a réagi quand vous avez dit, voilà, on lance notre projet de start-up? Ils vous soutenaient, ils étaient... plus les études quand même, focus? Ouais, en fait ça dépend vraiment, et ça c'est ça qui était une belle expérience aussi, c'est de voir à quel point on était une grosse équipe avec un entourage mais complètement différent. Moi personnellement, ma famille ils sont pas du tout dans le trip entrepreneurial, du coup c'était un petit peu ok, tu vas où? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu vas faire là? Autant il y en avait un autre qui était fils d'entrepreneur, du coup le père voyait vers où il allait et du coup il y avait peut-être moyen de justifier plus simplement. Moi personnellement ça a été plus difficile parce que il a fallu montrer la crédibilité du truc. Heureusement j'avais déjà lancé un autre projet juste avant, du coup j'avais pu un peu baliser, on va dire ça. Après moi perso je suis
les études c'était très important, mais c'est vrai que le dada entrepreneurial il est là, donc ça dépend. Mais il y en a qui ont bien réagi, d'autres plus. Il a fallu montrer des avancées, du travail, des résultats, et voilà, maintenant je pense que ça a été, maintenant c'est plus un problème. Mais de toute façon, c'est maintenant qu'il faut le faire. Il n'y a jamais de bon moment. Non, mais si tu veux le faire, tu le fais. C'est ça, mais c'est entre guillemets le meilleur moment pour plein de choses, parce qu'on peut se permettre de prendre du temps, on peut se permettre de... Voilà, quand on a une famille, quand on a... Tu peux te permettre d'échouer. Voilà, ici c'est ça, j'ai pas de maison à payer, j'ai pas de... Donc voilà, j'ai moins d'obligations, donc ça fait que fatalement, on a plus de temps. Maintenant, voilà, comme tu dis, je pense qu'il n'y a pas de bon moment pour entreprendre, il faut le faire, ou ne pas le faire. Voilà. Tu avais un autre projet avant, est-ce que ton expérience de ce projet-là t'a été utile ou rien à voir? Oui, elle a été super utile parce que ce projet-là, j'ai rencontré énormément de gens, je connaissais vraiment rien à l'entrepreneuriat, du coup c'était vraiment le baptême de l'air, parce que voilà, je suis arrivé dans un truc que je comprenais pas. Moi, une entreprise à cette époque-là, j'avais 18 ans, je savais pas ce que c'était vraiment. Enfin, je voyais des grandes marques, mais voilà, c'était une entreprise. Et du coup, ça m'a permis de m'informer sur beaucoup de choses et de partir avec un projet où je savais où on doit aller pas pour réussir, mais pour voir, ok, il y a ça, c'est important de faire ça, c'est important de baliser certaines choses. Donc oui, ça a été intéressant. Maintenant, voilà, je me suis rendu compte qu'en fait, je connaissais vraiment rien et que je connais toujours rien et que c'est comme ça qu'on avance. Mais tu ne sais jamais rien, c'est quand tu es dans le domaine que tu apprends en faisant. Quoi. Tout à fait. Jamais un moment où tu dis c'est bon, je maîtrise, non, je peux me reposer sur mes lauriers. C'est clair, et tous les marchés sont différents. Ici, c'était de l'événementiel. Après, de la consultance étudiante, enfin, je veux dire... Tu passes du coup, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et comment est-ce que tu fais pour te mettre... Rester au bout du jour, continuer à apprendre continuellement? Est-ce que tu te formes? Est-ce que tu lis? Est-ce que tu vas voir sur internet des formations? Ouais, alors je pense que justement, ça c'est ça qui est énorme, c'est qu'il y a beaucoup de moyens de le faire. Moi je suis pas un grand lecteur, même si je sais que la plupart du temps c'est ce que les grands entrepreneurs, les grands chefs d'entreprise font. Personnellement, moi je suis très dans je rencontre les gens, je vais à un max d'events, rencontrer des gens de tous les secteurs. Donc je focalise pas que sur l'UNIF, je focalise vraiment sur des gens qui vont t'apporter un truc que tu connais pas. Et après il y a fatalement Internet où maintenant il y a de plus en plus de contenu assez intéressant. Pour toi le réseau d'un entrepreneur est très très important pour lui. C'est fondamental parce que si on veut tester quelque chose, en fait ce qui est génial avec un réseau d'entrepreneurs, c'est qu'un entrepreneur sait qu'il faut commencer par une belle chose. Il sera plus réceptif à t'aider et à répondre à tes questions que d'arriver comme ça sur la place publique ou dans ta famille où on va dire mais qu'est-ce que tu fais là, t'es sérieux, je comprends rien. Et donc oui, c'est fondamental. Et même il y a des fois où on a eu le cas où on a dit voilà, nous on doit aller là, on aimerait rencontrer ces gens-là. J'ai des gens qui m'ont dit ah bah tiens, va là, rencontre cette personne-là. C'est ça. Le réseau te permet premièrement d'avoir des gens qui te comprennent et du coup ils peuvent te donner un bon feedback. Tout à fait. Et ensuite de ça, les gens que tu connais connaissent d'autres gens et du coup ça va en cascade. Quoi. Donc, voilà. C'est inestimable la valeur de ce réseau. Et il grandit tout le temps. Et comment tu fais pour justement le développer Mais ça c'est ça. C'est des événements. Moi je suis dans 2 incubateurs. Donc ça c'est déjà des gens. Donc il y en a un qui est incubateur coworking où j'ai des professionnels. Donc c'est pas que des... Parce que bon, le problème c'est qu'on voit toujours incubateur, on voit start-up, et start-up on voit jeunes, et c'est pas toujours le cas. C'est souvent des gens qui ont déjà un pied dans le monde du travail et qui arrivent avec des grosses connaissances. Et ça c'est bénéfique parce que tu arrives avec des gens qui vont te dire ça, ne passe pas ton temps à dessiner ton site et à faire ton logo, on s'en fout. Teste ton produit, va voir ton client, va voir ton... Et c'est vrai que ça tu le sais pas. D'emblée tu es là, mais il faut une page Facebook. Non, tu vois, je veux dire... Tu as une idée, tu la testes directement et tu prends le feedback. C'est ça. Et ça c'est ça qui est important, c'est que ce réseau-là, tu vas le chercher chez des gens qui ont les mêmes trucs. Donc moi dans mon coworking j'ai rencontré ces gens-là, mais après il y a des événements, il y a de plus en plus il y a déjà des trucs étudiants pour les étudiants comme New Start, c'est l'occasion de rencontrer des gens par exemple. Il y a plein de... Il y a Why Mate My Co-Founder qui fait ça. Oui, voilà, par exemple, ça c'est vraiment un des exemples. Il y a aussi comment est-ce qu'on appelle ça, des hackathons, des trucs comme ça, et ça c'est vraiment... des concours en entrepreneuriat aussi, Start Academy. Voilà, c'est ça, tout ça. Ça c'est vraiment commencer à créer son réseau là-dessus, et après il y a, comme je disais, il y a des événements dans Impulse à Bruxelles, Donc il faut aller voir les gens. Il faut y aller. Il faut, Et tu fais partie de 2 incubateurs. Oui. Comment tu t'y es pris pour être pris? Parce qu'il faut poser sa candidature en général. Il y en a un des deux oui, l'autre non. Donc il y en a Molengeek à Molenbeek où là en fait il n'y a pas de candidature. Il faut arriver avec... en gros, c'est une communauté et ça c'est très intéressant parce qu'on développe ça pas sur le fait que tu payes pour avoir un accompagnement, mais sur le fait qu'on t'aide, mais tu aides. Donc moi j'arrive avec mes compétences, si j'étudie le droit ou si je fais du design ou quoi, je vais apporter mes compétences là-dedans. Donc je suis prêt à lire des documents et à conseiller ce que je
jusqu'à mes limites, mais c'est comme ça dans l'autre sens aussi. Il y a des professionnels en informatique, des professionnels en com, en market, ben, eux ils vont t'aider, ils vont prendre de leur temps pour t'aider parce que c'est vraiment la valeur qu'on met en avant. C'est pas la valeur de tiens, t'as du café, un bureau, une salle de réunion, tu payes. Non, ici c'est tu mets ton temps. Tu aides les autres. Ça c'est un des incubateurs, là j'ai pas dû mettre ma candidature. L'autre j'ai dû mettre ma candidature. Et là c'était très classique, présentation, objectif, échéance, qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer, et puis on se rencontre tous les 3 mois pour évaluer. Voir les résultats. C'est grâce à ces incubateurs-là que vous vous êtes fait connaître, ou est-ce qu'il y a d'autres façons que vous avez utilisées pour faire connaître Skillies et pour gagner en visibilité, si je peux dire? En fait, ce qu'on a d'abord fait, c'est aller voir toutes les universités et les hautes écoles possibles. Ça a été pas mal parce qu'on a eu accès à certains réseaux qui nous ont permis de... Voilà, bon, ça c'était une chose. Après, il y a le fait qu'on soit étudiant, qu'on s'adresse à des étudiants. Là, on est allé à la rencontre des étudiants. Énormément de Facebook aussi parce que c'était pratique. Et puis sinon, l'incubateur nous a aidé à formuler un message communication pour les médias, etc. qui a été repris. Donc on a eu quand même quelques articles qui ont été intéressants sur Euronews, dans la Libre, une fois dans l'Echo. Donc ça a apporté ses fruits aussi en B2B, d'avoir des entreprises qui viennent. Mais oui, ils nous ont aidés à formuler tout ça. Et après, bon, fatalement, c'était d'aller rencontrer les boîtes, aller rencontrer les étudiants. Et ça, c'est à l'ancienne. C'est se bouger. Tu te fais connaître. Si tu veux te faire connaître, il faut aller voir les gens. Voilà, il faut que tu aies envie qu'on te connaisse. C'est ça. Voilà. C'est vraiment ça. Il y a des moments où vous êtes découragé, où vous êtes dit fuck it, ça marche pas. Et si ça arrive, qu'est-ce que vous faites pour rester accroché? En fait, on a eu énormément de moments où on s'est découragé. Parce que c'est vrai que quand tu regardes sur les chiffres, on n'a pas le business model le plus attractif du monde, on a plus de problèmes que de points positifs, et en même temps on est accroché à un objectif. Et c'est vrai qu'en fait, à chaque fois qu'on tourne la tête, on se dit bon ben voilà, c'est con, mais on a réussi à mettre une plateforme en ligne avec un certain truc, avec une équipe, on a intégré ça, donc à chaque fois qu'on regarde derrière, on se dit c'est bon, on a quand même si on voit pas encore le sommet du truc, on y arrive à monter, et au final il y a des jours où on se dit c'est bon, j'en ai marre. Mais une fois qu'on regarde vraiment ce qu'on a fait, on se dit mais on peut aller plus loin, il y a moyen de faire des choses. Donc ça a été le cas pour certains qui ont, je pense que la démotivation a été plus forte que le reste. Mais après on l'a tous eu, moi je l'ai déjà eu aussi. Mais on est les seuls à pouvoir gouverner ce truc, donc j'ai envie de dire, c'est normal, c'est humain. S'il y a bien un truc sur lequel tu as un contrôle, c'est pas abandonner. Voilà, c'est ça. Et je sais plus, je l'ai lu, je sais plus c'est qui disait ça, mais une entreprise fonctionne que quand on est vraiment au bout et qu'on en a marre. Mais si on la continue, c'est que ça va marcher. Mais moi, il y a une métaphore que j'aime bien, c'est la métaphore de la pompe à eau. Tu pompes, il n'y a rien qui sort, puis il y a quelques gouttes, et puis là tu es découragé, mais si tu continues, tu as beaucoup d'eau qui ressort. C'est exactement ça. C'est apprendre à se connaître entre nous et savoir que les difficultés, c'est pas tout seul, c'est en équipe. Et 2, apprendre que le marché doit évoluer. Il y a des gens qui sont réceptifs, et ça c'est ce qu'on s'est dit aussi. Il y a des entreprises et des étudiants qui sont là. Si ça marche pas, c'est qu'on s'y est pas pris de la bonne manière. Mais il y a une attente des deux côtés. Et c'est ça qu'il faut se dire. Ce que j'ai fait, ça marche pas, mais est-ce que je l'ai bien fait? C'est ça. Et au moment où tu te remets en question, tu peux pivoter. Je veux dire, on est tenu à rien. On n'a pas eu d'investisseurs ni rien, donc on a l'opportunité de se motiver en se disant, mais en fait, on n'est peut-être pas du tout dans le bon. Il faut peut-être aller voir ailleurs, des partenaires. Poser des questions. Vous avez dû pivoter, changer complètement de business plan, changer d'orientation. On a dû pivoter parce que à la base, on voulait vraiment focaliser sur un fonctionnement à la Upwork, et on s'est rendu compte que juridiquement, c'était impossible, qu'avec le peu de ressources financières qu'on avait, c'était impossible parce qu'il faut des garanties, et les garanties, on ne peut pas les apporter, parce que ça coûte. Du coup, on a dû pivoter, on a dû trouver des partenaires, on a dû se poser des questions sur où on va, quel est notre vrai objectif. Et ça, c'est important, je pense, quand on lance une startup comme celle-là, c'est de se dire que c'est pas ce qui va nous rapporter le plus d'argent, mais c'est la valeur ajoutée qu'on va avoir. Nous, on s'est focus là-dessus, et c'est vrai que ça a démotivé certains, parce qu'on s'est dit ok, on va pas devenir riche grâce à ça, mais la valeur elle est là, et donc c'est là-dessus qu'on doit se focus. Et c'est vrai que parfois on a dû trouver des partenaires et se dire à la base on voulait pas travailler avec eux, on va devoir travailler avec eux. Et c'est comme ça, c'est l'entrepreneur, s'il croit qu'il va arriver à l'idée qu'il a eue, c'est question. C'est juste ça. Entre l'idée de base et ce que tu arrives à la fin, il y a. Non, je pense qu'il faut avoir un objectif et que il y a des chemins partout et qu'il faut savoir prendre c'est peut-être pas le plus court, mais c'est peut-être le meilleur. C'est ça. Donc voilà. Et est-ce que pour toi, justement, planifier, est-ce que c'est capital de faire un plan au tout début, ou c'est pas là la priorité à partir du moment où tu as une idée que tu veux te lancer? La théorie, elle dit qu'il faut une mission, des objectifs.
Je pense que c'est vrai. Et je pense que ce qui se passe, c'est qu'avant de fixer des objectifs et un plan, il faut se demander qu'est-ce qu'on veut apporter, qu'est-ce qu'on veut faire. Surtout maintenant dans ce monde de start-up qui sont des gens innovants mais qui rentrent pas dans un business model qui fonctionne parce que ça n'existe techniquement pas. Il faut se dire ok, moi c'est quoi comment dire, le problème que tu résous Oui, le problème est plus loin que ça. C'est quoi ma philosophie? Pourquoi est-ce que je le fais tous les jours? Pourquoi est-ce que je vais le faire? Et pourquoi je prends le temps de le faire? Et après, oui, il faut se fixer des objectifs. Aujourd'hui, je veux que sur les je sais pas combien de milliers d'étudiants il y a en Belgique, je veux qu'il y ait, je sais pas moi, 5 000, 6 000, 7 000, 10 000 étudiants. Donc ça, c'est des objectifs. Et là, tu travailles dessus sur le terrain. Mais il faut avoir une philosophie et garder toujours le gouvernail dans ce sens-là. Parce que si tu t'éloignes de ça, c'est que tu ne croyais pas forcément à ce que tu disais. Après, comme on disait tantôt, piloter c'est plus que normal. Mais c'est vrai qu'il faut, je pense, se donner un objectif, des sous-objectifs, et puis voilà, c'est se faire une image soi-même de ce qu'on veut faire. Donc si demain je veux lancer une start-up, je me fixe des objectifs, et puis je teste mon idée le plus vite possible. Ah ouais, tester. Et il y a des entrepreneurs qui t'ont inspiré dans ton parcours? Oui et non. Je ne vais pas faire le faux cul et dire que les grands entrepreneurs sont mes... Je pense que moi j'ai... Comment dire? Il y en a certains qui sont intéressants, comme les Jeff Bezos, voilà. Moi personnellement, l'entrepreneur qui me convient le mieux dans sa philosophie, c'est Richard Branson, parce que lui, c'est un mec qui avait des problèmes, qui rentrait pas dans le... Enfin, comme tous, tu me diras, beaucoup d'entrepreneurs, mais qui rentrait pas dans le cadre de la société dans laquelle il a évolué, et qui en fait, il a fait sa bosse en se disant je suis pas là pour être comme les autres, je suis là pour faire ce que j'ai envie de faire. Et donc ça, c'est un truc qui me motive, parce que c'est vrai qu'en Belgique surtout, tu rentres dans des cases. Tu rentres dans des cases et tu dois répondre à ces cases pour pouvoir t'intégrer au mieux. Et je pense que le meilleur moyen de s'intégrer, c'est de faire ce qu'on a envie et de le faire à fond. Et c'est vrai que beaucoup de gens, et c'est con, mais tu l'apprends que quand tu le fais, parce qu'au début tu te dis ouais, mais moi j'ai l'image de start-up entrepreneur, c'est cool, mais fais ce que tu veux. Je veux dire, ne te mets pas comme frein, ne te mets pas des limites. Je veux dire, les seules limites, c'est celles qu'on se met à soi-même. Donc au final, vas-y. Et ça, c'est un truc qui chez lui m'a un peu bluffé, quoi. Et comment est-ce que tu fais pour gérer le regard des autres? Est-ce que tu dis voilà, fais ce que tu aimes? Comment tu fais pour te dire ouais, mais si je me plante, comment est-ce qu'on va me voir? Comment est-ce que tu te comportes par rapport à ça? Parce que je pense que ça peut bloquer les gens. En fait, ça bloque. Au début, ça bloque énormément. Plus pour certains que d'autres. Moi, j'ai toujours une très grande gueule, du coup. Ça m'a moins bloqué, même si officieusement, toujours, tu te dis, mais voilà, j'en suis là. Ils vont se dire que j'ai raté. Ils vont se dire que... allez, j'ai des gens qui étaient là, oui, mais tu prends du retard dans tes études. J'étais là, oui, mais je crée un truc qui a de la valeur à côté. Donc, objectivement, c'est... Et même si tu te plantes, tu auras une expérience. Voilà, et elle est inestimable, parce qu'à cet âge-ci, pouvoir avoir cette expérience, je pense que moi je le souhaite à beaucoup de gens, parce que tu peux très bien te dire, j'ai 22 ans, en fait je fais un truc que j'aime pas du tout, à 25 ans je serai pas vieux, c'est ça. J'ai encore 3 à 5 ans pour moi, donc du coup, au début il faut se dire juste, si tu fais à fond ce que tu aimes faire, les autres, qu'est-ce qu'ils peuvent te dire? C'est ça. Qui sont-ils pour... Et même si tu critiques, c'est bâtard. Voilà, la critique, il faut la prendre. Moi, la critique, c'est fondamental. Il ne faut juste pas que ce soit un mec qui critique sans argument. Alors là, ça sert constructif. Si c'est constructif, c'est génial. Et vous avez pris les feedbacks des étudiants qui travaillent pour vous. Est-ce que ça vous a aidé à développer votre... Justement, en fait, au début, ça c'était quelque chose de très important, c'est qu'on a eu des étudiants qui nous ont direct envoyé des mails en disant écoutez, c'est super cool ce que vous faites, mais moi je changerais ça, je ferais ça. Et ça a été la plus belle expérience des utilisateurs, parce qu'en fait on s'est dit mais c'est eux qu'on doit écouter, nous on a un objectif, c'est eux qui vont le construire cet objectif, parce que c'est pas à moi tout seul de définir comment ils veulent que ça fonctionne. Oui, c'est pour eux. C'est eux qui vont le faire. Donc voilà, et donc on en a eu, et ça a été très productif, notamment par rapport à la plateforme, mais aussi par rapport à la mise en relation. Il y en a qui nous ont dit mais moi je n'ose pas, parce que je pense que je suis pas capable de le faire. Et ça, on a vu des meetings, on s'est rencontrés avec des étudiants, on a dit mais pourquoi tu crois que tu n'es pas capable de le faire? Ah mais parce que machin. Et c'est vrai que quand on va voir les descriptions sur la plateforme, c'est très professionnel, mais encore une fois, il faut se donner les moyens. Il faut plonger dedans. Et il faut, et donc c'est ce qu'on leur disait. Nous, et c'est un truc qu'on a remarqué après, on n'est pas là que pour donner des missions, on est aussi là pour les aider à voir ce que c'est. Donc, comment on fait un devis, comment on fait pour
dealer avec un client, ce genre de choses, nous on est ouvert à ça. Il y a plein d'autres trucs, comme Gustave où ils sont ouverts à ça, et je pense que c'est un accompagnement qui doit être là, en plus de simplement les laisser face à l'inconnu, c'est les accompagner et leur dire il y a un moment où voilà, vous êtes là, c'est à vous de le faire, c'est vous qui dites les trucs, on vous a aidé mais faites-le. Donc voilà. Et du coup, Skillies, ça prend quel format? C'est un site web, c'est une application? C'est un site web, c'est une plateforme à la base, même si on fait beaucoup de choses en offline en fait au final, parce que contacter les étudiants la plupart du temps on fait offline, les entreprises c'est quasiment offline, donc là on a pris 6 mois pour... on s'est donné un objectif ici en juillet, là on a pris le mois d'août pour voir où on en était, pour voir comment est-ce que ça devait évoluer, parce qu'il y a des choses qui sont automatisables, d'autres choses pas. Ici avec les étudiants, la rencontre c'est dur à automatiser, c'est pas automatiser le fait que voilà, comment est-ce qu'on fait pour... c'est ça. Je veux dire, ce qu'on fait là maintenant, on peut pas le faire enfin si on va le faire par Skype, mais ce serait pas... moins sympa. Et moins, voilà. Donc du coup il y a toutes des choses qu'on va faire maintenant qui sont de automatiser certains trucs, supprimer certains trucs aussi, parce qu'il faut se dire qu'il faut être le premier à avouer ses échecs, et les choses qui sont ratées, il faut le mettre de côté. On a aussi trouvé des nouveaux partenaires, donc tout ça maintenant ça a été analysé et repartir sur des bases un peu plus saines, on va dire, par rapport à tout ça. Et vous avez eu des coûts importants pour vous lancer, ou au contraire vous avez eu la chance de ne pas devoir mettre 50 000 euros pour démarrer? On a eu cette chance-là parce qu'on avait déjà toutes les compétences qu'il fallait plus ou moins en interne, même si bon voilà, on n'a pas toutes les compétences, mais on avait des développeurs, on avait du marketing, on avait des gens qui étaient déjà rentrés dans des secteurs plus de la vente, etc. Donc on n'a pas eu énormément de coûts. Ça a été des coûts de oui, il faut faire des je sais pas moi, des roll-up, il faut s'inscrire à ça. Quelque chose que n'importe qui peut payer. Voilà, clairement, il n'y a pas eu de limite à ce niveau-là. Et tu as toujours voulu entreprendre? C'est quelque chose qui t'a toujours animé, ou c'est venu comme ça un peu de nulle part? C'est venu comme ça de nulle part justement, en fait. C'est un type qui un jour m'a dit mais pourquoi tu fais pas une entreprise avec ça? T'avais une idée et t'as dit Et puis en fait c'est vrai que c'est un truc qui m'anime, parce que je me suis rendu compte que moi c'est un truc que j'aime beaucoup, mais c'était pas du tout dans mes plans. Moi mes plans, quand je sortais de l'école, je savais très bien quelles études je voulais faire et où je voulais aller, et en fait non, je savais pas du tout. Et je me suis rendu compte que j'en savais rien, et que maintenant c'est un truc qui ça me booste, ça me booste autant dans mes études que dans ce que je fais tous les jours. Mais c'est vrai que l'entrepreneuriat je sais que si ce projet s'arrête, j'en aurai un autre. C'est vrai. Tu vois en série un entrepreneur Ouais, voilà, je me vois bien dans... Autant il y a des gens qui sont à fond dans la pure gestion d'entreprise et qui se voient, autant moi je vais pas me mentir et me cacher, je sais que voilà, j'aime lancer un truc, je préfère m'entourer et on va dire perdre de l'importance dans le projet, mais m'entourer de gens qui savent le faire, et puis si eux ils veulent le faire, ils le font à fond. Et moi je trouverai quelqu'un d'autre un autre jour pour lancer autre chose. Voilà, c'est plus ce genre de choses qui m'attirent. Tu te vois dans plusieurs années, si j'aime toujours dans Skillies, même si ça continue de fonctionner, ou tu le vois quand même recommencer quelque chose d'autre? Je suis en train de recommencer autre chose, pour pas se mentir. Je me vois dans Skillies parce que j'ai un objectif personnel à atteindre, voilà, que je garderai, que je dévoilerai le jour où il sera atteint, mais j'aimerais arriver jusqu'à cet objectif-là. Et puis là, je pense que Skillies, ça doit être géré par des gens qui sont jeunes, et donc il y a un moment où je ne serai plus jeune et entrepreneur. Donc je pense que là, un jeune entrepreneur devra peut-être remodifier le truc, mais ça doit rester ça doit être des étudiants ça doit être fait par des étudiants pour des étudiants, quoi. Je pense que c'est quelque chose qui ne peut pas être fait par des gens qui ne sont pas dans le même mood. Oui, c'est ça. Voilà. Parce que le monde étudiant évolue aussi, donc il faut quelqu'un qui le comprenne. Il évolue à fond, et c'est clair que quand on présente des fois le truc à des universités ou à des entreprises, ils nous disent oui, pourquoi ça existe le stage, ça existe, et ils ne comprennent pas qu'il y a plein de choses qui changent. On n'est plus il y a 30 ans, on n'est plus il y a 25 ans, on est maintenant. Maintenant il y a tout qui a évolué, et ça c'est important parce que c'est là-dessus que nous on se focalise, et on ne peut pas rester au pouvoir de ce truc, parce que voilà, à un moment ce sera malhonnête. En plus, le stage est en fin d'études, donc j'ai pas envie d'attendre 4 ans avant de savoir si ça me plaît ou non. On est tout à fait d'accord. Et la moyenne d'âge en général, ça va de 18 à 23 De base, nous on est ouvert à tout, mais la plupart du temps c'est quand même 20, 23, 19, 23. Donc c'est très souvent à partir du fin de bac 2, bac 3 qu'il y a des étudiants qui viennent chez nous. Encore une fois, ça dépend de l'uni, des écoles, mais ça dépend. Ça dépend vraiment. Et c'est quoi la chose que tu as apprise de ton parcours, la plus grande chose que tu retires de ton parcours? La plus grande chose, je pense que c'est la patience. Il faut avoir énormément de patience pour arriver là où on veut. Il faut pas vouloir manger comme une grande phrase dans House of Cards que j'aime beaucoup, c'est on mange une baleine, une bouchée à la fois. Et il faut se permettre de la manger une à la fois, et il ne faut pas vouloir aller trop vite. Il
faut tester, avancer, devoir reculer, mais voilà, on ne perd pas l'objectif de vue, mais ce ne sera pas demain qu'on va être la plus grosse entreprise de Belgique, loin de là, il faut se dire ça, et après voilà, le monde est à nous. De toute façon, tu as le temps. Il y a un entrepreneur qui explose en ce moment, c'est Gary Vaynerchuk. Et il dit voilà, tu peux travailler pendant 3 ans, faire n'importe quoi et puis te réveiller et puis encore avoir énormément de temps. Donc voilà. On arrive à la question de la fin tout doucement. Si tu pouvais donner un conseil à un étudiant qui voudrait se lancer, qui écoute ça, ce serait quoi le conseil que tu pourrais lui donner? Un étudiant, le conseil c'est... Ou un jeune. Le conseil c'est fonce, mais entoure-toi, et surtout un étudiant parle de ton projet, parle-en. Parce que souvent quand on commence, on n'a pas envie d'en parler parce qu'on croit que c'est l'innovation du monde, mais une idée c'est une idée, et c'est en parlant qu'on va rencontrer les vraies personnes et qu'on va pouvoir se poser les vraies questions, donc il faut y aller, straight to the point, mais vraiment. Pas être dans ce... non, je garde mon idée parce que j'ai peur qu'on me la vole. Non, tu l'exposes. La meilleure idée c'est celle que les autres, tu vas construire avec la vie des autres. Donc franchement, vas-y, fonce, mais n'oublie pas que les gens autour de toi sont avec toi et pas contre toi. Même si dans le business, c'est pas toujours le cas. Quand tu lances un projet, t'es pas le plus grand businessman du monde. Donc vas-y, prends pour toi. Ok, merci Charles. Merci à toi.